Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous continuons d'écouter ce matin le cours de Jean Quellens, consacré aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne. Parmi les travaux récents, celui sur lesquels Jean Quellens prend particulièrement appui sont ceux d'Éric Pirard, qui vient de publier chez l'Harmattan l'éloge masdéen de l'ivresse, qui est l'édition, la traduction et le commentaire du Homstod. Il s'agit d'un des textes fondamentaux du masdéisme ancien qui justifie l'ivresse rituelle. Dans l'Avesta, livre sacré des Zoroastriens, et singulièrement dans le Yasna, qui est le livre de l'Avesta consacré au sacrifice, ces éloges à l'ivresse sont en vers octosyllabiques. Mais justement, ce qui fait problème, c'est qu'il n'y a pas que des octosyllabes dans ce texte, qui est pourtant, en quelque sorte, naturellement octosyllabique. En effet, dans le cours sur la métrique avestique que nous avons entendu hier matin, Jean Quellens expliquait que quand on réécrit en octosyllabes les quelques morceaux du texte qui ne sont pas en octosyllabes, comme par exemple la liste des démons, le sens du texte ne bouge pas. L'intérêt de l'analyse métrique réside surtout dans le lien qu'elle entretient avec la tradition orale. Mais restent entières plusieurs questions dont Jean Quellens va traiter ce matin, comme celle-ci par exemple. L'analyse métrique peut-elle nous apprendre quelque chose sur le sens même de l'Avesta? Nous devons aussi admettre que dans un texte avestique pris comme tel, attention, tel que nous l'avons aujourd'hui dans l'Ausgabe, la métrique n'est pas généralisée. Il y a des passages qui sont très sûrement établis sur un formulaire en prose. Il y a aussi des imperfections métriques que nous pouvons attribuer plus difficilement. Le formulaire n'est pas réellement en prose, il contient une suite d'octosyllabes, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ça se trouve spécialement dans des cas d'entraînement énumératif, par exemple lorsqu'interviennent les cercles de l'appartenance sociale, vous savez, cette belle construction télescopique qui fait que l'on appartient, selon l'idéologie sociale de l'Avesta, à une famille, à un clan, à une tribu, à une nation. Eh bien, l'entraînement énumératif détruit en général l'isosyllabisme. C'est le cas des ritournelles à éléments variables, lorsqu'interviennent des noms propres qui n'ont pas toujours évidemment la même quantité syllabique, et lorsqu'interviennent des ordinaux qui, eux non plus, après quatrième, n'ont pas la même quantité syllabique. Les passages aussi à fort contenu démonologique rompent avec la pratique de l'octosyllabe de manière régulière, même si nous pouvons avoir à ce sujet-là que de vagues spéculations. Bien, la question est de savoir si l'on peut admettre des flottements, c'est-à-dire, pour parler le vocabulaire de la rhétorique poétique, des licences. Le poète dispose-t-il de licences qui lui permettent éventuellement de considérer que tel ou tel phonème n'a pas de valeur métrique? Il y a plusieurs types, il y aurait plusieurs types de licences que l'on peut suspecter. C'est, par exemple, la prononciation emphatique d'un mot, qui lui donne une valeur métrique excédentaire d'une syllabe. C'est un facteur qui est attesté, je crois que Éric Pirard l'a amené, bien entendu, il est même un de ceux qui ont découvert le facteur pour la métrique gathique. Dans la métrique gathique, certains mots reviennent trop souvent avec une valeur métrique excédentaire pour que ce soit un hasard. Mais c'est toujours dans des conditions bien précises. Par exemple, le mot vorou, qui signifie bon et qui est un mot tellement chargé de valeur dans le cadre de la religion masdéenne, eh bien, il vaut une syllabe supplémentaire dans le cadre strict de la métrique de l'Arunavaiti Gata et seulement dans le deuxième hémistiche des vers. Le mot Ahura, le titre du grand Dieu, de même, dans le même maître de l'Arunavaiti Gata, mais là, uniquement dans le premier hémistiche.
Donc nous avons affaire à un phénomène que l'on peut considérer comme une licence. Car ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, y a-t-il dans le Holmstone des mots qui semblent se comporter de cette manière-là, qui peuvent valoir plus que leur valeur phonétique du point de vue syllabique? Bien, il y a deux exemples dans 3 strophes. Ces deux mots reviennent dans 3 strophes, c'est beaucoup. C'est Vertrajan ou ses dérivés. Donc un mot important, c'est pas le fait de briser l'obstacle. Hauma est un dieu qui, contrairement d'ailleurs à son équivalent Soma, pour lequel Renou a fait remarquer qu'il n'était jamais Vertrahan, eh bien Sama est par excellence un dieu qui brise l'obstacle, et Vertrajan. C'est le cas aussi du mot Bishaz et de ses dérivés, le remède. Or, Hauma est aussi fondamentalement un dieu guérisseur. C'est une fonction qui lui est attribuée tout au long du Holmstone. Eh bien, ces deux mots semblent avoir une valeur métrique supérieure à leur composition phonétique. Une syllabe chaque fois. D'autres soupçons, oui. Des mots à forte valeur expressive. Par exemple, la prohibition ma, 3 fois. 3 fois, nous trouvons ma dans un vers qui ne comporte que 7 syllabes. La prohibition, ne pas, il ne faut surtout pas, la prohibition avec un mode prescriptif. Un autre cas aussi que l'on retrouve 2 fois, le présentatif, fort, ima, voici, voici pour toi, voici, ima, aussi attesté 2 fois dans un vers de 7 syllabes. Je voudrais évoquer aussi le cas qui est lui plus particulier du pronom de la 2e personne du singulier au nominatif. Nous trouvons graphiquement, en tout cas, dans tous les cas, tum, qui correspond à l'indien dvam. Nous avons donc affaire à un cas analogue phonétiquement à aïam, aïm. Il y a eu ici une contraction, décoloration du A devant la nasale, puis simplement contraction des 2 voyelles en toum. Or, tuvam est un cas où nous devons postuler un hiatus dû à la présence d'une ancienne laryngale. Donc, en principe, ce toum, ce dvam tonique, pronom de nominatif singulier, devrait présenter 2 syllabes. Il le fait sauf une fois. Or, il est remarquable que cette exception, qui présente toum en position d'enclise, c'est-à-dire en 2e position de phrase, ce qui dénote une position d'enclise, il n'est pas accentué, auquel cas, dans la langue, en vieil avestique, nous aurions la forme enclitique du pronom au nominatif singulier, simplement tout. Eh bien, dans ce cas-ci, le pronom toum ne comporte qu'une seule syllabe, c'est dans le Yasnadis 13. On peut donc estimer que dans ce cas-ci, en réalité, nous avons affaire à une normalisation graphique pour un ancien tout, quoi qu'il y ait d'autres explications. Car le dvam védique est lui aussi disyllabique ou monosyllabique selon les cas. L'on peut estimer avec Pirard que les dvams monosyllabiques sont aussi des normalisations d'un plus ancien tout au point de vue graphique, mais certains spécialistes ne tiennent pas pour la même explication. Par exemple Kuiper, dans un article déjà ancien et qui se contente de montrer que dvam est flottant au point de vue de sa valeur syllabique. On pourrait en dire alors la même chose de toute manière de toum dans le Holmstone. Un cas de licence, désormais nous entrons ici dans un domaine un peu plus complexe car il semble qu'un certain choix soit laissé au poète en quelque sorte. Par exemple, la terminaison de locatif pluriel qui a intégré la postposition A. Chou est là, selon Sandy, avec le S, c'est un ancien S. Chou est la terminaison sans postposition
la forme graphique de la postposition avec A et Shuva, ou bien, dans d'autres positions de Sandhi, Huwa. Est-ce que Shuva ou Huva valent une syllabe ou deux? Eh bien, nous avons dans le Yasna 9.14, Ni Tat Yata Gaïta Huva, afin que ceci, parmi les créatures, Gaïta Huva. Eh bien, Gaïta Huva semble valoir 4 syllabes. Donc, on doit lire en séparant la postposition de la désinence, Shu-A. Par contre, Yasna 10-17, je donne 2 exemples, il y en a d'autres qui présentent aussi le flottement, mais je vous donne les exemples les plus frappants, parce qu'on ne peut pas faire interférer d'autres phénomènes. Yaïchit Baruch Nu Shuva Gairinam, ceux qui sont sur les sommets des montagnes. Ce verset, Barshnu Shva, semble comporter 3 syllabes. Donc, possibilité d'une licence du poète. Quelque chose qui ferait certainement bondir, qui va faire certainement bondir Éric Pirard, on ne peut pas ne pas prendre en compte, à titre d'hypothèse, une vieille suspicion de Geltner, que lorsque les noms féminins en a long, je vais prendre l'exemple de Gaïta, que nous trouvons dans le premier vers, et lorsque ces thèmes en a long, lorsque cette suffixation féminine en a long produit une désinence dissyllabique, le premier élément vocalique de la désinence puisse être l'idée. Par exemple, donc, en principe, le datif singulier de Gaïta est Gaïtayai, qui semble faire 3 syllabes. Or, dans une phrase plusieurs fois répétée, entre le Yasna 9, 3 et 13, formule récurrente, entre le Yasna 9, 3 et 13, Astvaityai Hunuta, il a pressuré le Hauma, pressuré en faveur de sa vie terrestre osseuse. Gaïtiaï. Oui. Pour expliquer Gaïtiaï et l'absence de A, il y a plusieurs hypothèses. Bartholomé y voyait une analogie avec les noms en nylon. On peut tout simplement penser que l'on doit faire la correction et rétablir Gaïtaï, voire le génitif singulier Gaïtaïan. Ce sont des hypothèses de critique manuscrite. Les manuscrits ne le permettent pas. Tous les manuscrits sont unanimes sur Gaïtiaï. Or, si vous faites le relevé syllabique de ce vers, vous voyez que Gaïtaï nous induirait à compter 9 syllabes, c'est-à-dire une syllabe excédentaire. Si Geltner a raison, s'il y a possibilité d'élision de A à la désinence de Gaïta, nous avons notre compte de 8. Mais ce qui est remarquable, n'est-ce pas, c'est que la graphie, dans ce cas-là, traduit la possibilité de licence. La graphie, de manière unanime, donne Gaïtiaï, c'est-à-dire peut-être une très vieille prononciation licite du mot. C'est une hypothèse que l'on ne peut pas laisser passer sous silence. Il y a d'autres cas, mais ils font intervenir un mot dans d'autres contextes que nous avons ici, et c'est le mot bien connu du nom de la Daïna. Geltner en a donné des exemples, mais je vous cite le nom de la Daïna afin de faire une remarque incidente. Daïna, au point de vue métrique, c'est un nom en alon aussi féminin, c'est un nom qui, du point de vue métrique, pose un problème. Car nous savons que Daïna vaut 3 syllabes en vieil avestique, et de manière permanente 2 syllabes
en dehors de toute désinence, bien sûr, dissyllabique, hein, simplement le thème, et vaut toujours 2 syllabes dans l'Avesta récent. Comment peut-on expliquer cette disparité? Je vous rappelle que, selon l'explication traditionnelle, le mot daïna représente, avec une contraction vocalique, dayana. Si cette explication étymologique est correcte, bien la métrique véiavestique est régulière. Elle prend en compte les 3 syllabes étymologiques du mot et nous contraint à considérer que la contraction daïna est secondaire. Oui, 2 syllabes dans l'Avesta récent. De 2 choses l'une. Ou c'est le même mot, bien entendu. On ne peut pas faire l'hypothèse de 2 mots différents. De 2 choses l'une, où ce sont les 3 syllabes de la métrique véiavestique qui sont irrégulières, solution qu'adopte Éric Pirard, mais il lui faut pour cela supposer que nous avons affaire à un de ces mots qui, comme je vous le signalais tantôt, peuvent recevoir une prononciation emphatique, qui permet de leur attribuer 3 syllabes au lieu de 2. Seulement, dans ce cas-ci, c'est au mépris des restrictions usuelles, parce que ce serait chaque fois, dans n'importe quel mètre et dans n'importe quel hémistiche. Ça me paraît une objection rédhibitoire. Par contre, nous pouvons faire l'hypothèse, ici c'est une vieille hypothèse, je l'ai recherchée, que j'ai entendu mentionner par Karl Hoffmann. Je crois qu'elle lui est personnelle et qu'elle fait partie de ce domaine du mündlich, qui était si l'oralement, hein, qui était particulièrement étendu avec Hoffmann, car j'ai recherché dans tous ses écrits, c'est très facile avec ses Kleine Schriften, qui est un bon index, où il avait pu dire cela. Hoffmann pensait que Daïna était, dès l'Avesta récent, contracté du point de vue vocal. Il attribuait cela à la position particulière de l'accent sur la dernière syllabe. Lorsque un groupe vocalique est susceptible de se contracter, la contraction se produit dès l'Avesta, dès le stade de l'Avesta récent, si l'accent suit, pas s'il précède. C'est une théorie qu'il donnait très souvent. Donc dans le cas de Dayana, la contraction serait donc régulière et nos 2 syllabes seraient régulières, et ce serait là réellement produit des modifications dans le système vocalique, dans des conditions bien particulières, dans l'intervalle entre le vieil avestique et l'Avesta récent. Ce qui, je le ferai remarquer, n'interdit pas de considérer le nom du héros Traïtaona, dont l'étymologie est controversée. Traïtaona, dans les textes de l'Avestique récent, comporte, d'après la métrique, 3 syllabes. Si nous lui donnons comme explication une explication qui l'expliquerait comme Traïtaona, vainqueur du 3e, la contraction peut être régulière aussi, puisque l'accentuation est elle aussi finale. Nous aurions un cas parallèle à celui de Daïna. Donc la métrique, dans le cas de Traïtaona, n'infirme aucune, il ne confirme ni n'infirme aucune solution étymologique. Voilà 2 petites remarques adjacentes sur le cas que j'ai fait greffer sur la possibilité d'élision dans la flexion des noms féminins en allons. Bon, maintenant, fait plus complexe et où c'est le problème, parlions d'élision, nous parlons un instant de la contraction. Ce que Pirard appelle le sandhi, c'est la même chose. Peut-il y avoir des contractions dans la succession vocalique, dans la succession des mots? Un cas particulier de cela, c'est le cas verbe plus préverbe. C'est un cas particulier. Le préverbe suivi du verbe, eh bien, il peut y avoir des contractions. Geltner considérait qu'il s'agissait de licence. Pirard a substitué, dans certains cas avec beaucoup de justesse, dans ce cas-ci, entre autres, à la notion de licence, la notion de sous-règle, au fond, n'est-ce pas? Il faut envisager les cas particuliers. Mais en étant bien entendu que les sous-règles sont impératives.
Ils ne peuvent pas subir de dérogation. Bien, la règle semble bien être, ici je suis tout à fait convaincu, que la contraction entre la voyelle finale du préverbe et la voyelle initiale du verbe se produit lorsque les deux voyelles sont de même timbre. Par exemple, A et A. Je vais donner un exemple très simple parce qu'il ne fait pas intervenir de diphtongue, ou pas, plus azaïti, il mène, fait upazaïti, ça c'est la graphie, ça n'a rien d'impérieux pour le décompte des syllabes, mais il n'y a pas 5 syllabes, il y en a 4. Il y a donc eu contraction dans la succession des deux voyelles de timbre A. Par contre, lorsque les voyelles ne sont pas de même timbre, le préverbe et le verbe restent indépendants. Par exemple, Paiti aokta, il répondit 4 syllabes. Voyelle I à la fin du préverbe, en finale de préverbe, et voit une diphtongue en A à l'initiale de la forme verbale proprement dite. Donc ici, il est avantageux de substituer la notion de sous-règle à celle de licence. Autre cas particulier, y a-t-il des contractions dans le rapport entre les termes de composés? En d'autres termes, peut-on ou non faire le sans-dit compositionnel? Pirard établit comme règle que non. Mais vous allez voir, c'est assez difficile à établir. Je pense qu'ici aussi, comme le pensait Geltner, on a plutôt en réalité affaire à une licence. En réalité, le Homestone, qui contient tout de même dans le premier interrogatoire du Yasna 9, je ne sais pas, c'est tout de même les 15 premières strophes du Yasna 9, un certain nombre de noms propres, nous donne à cet égard des indications extrêmement contrastées. Par exemple, le nom de Keresaspa. Praikauna, nous en avons parlé, permet de rien dire sur le sans-dit compositionnel par sa structure phonétique. Le nom de Kersaspa, premier terme Kersa, Tabahouvrihi, maigre, second terme Aspa, le cheval, donc signification celui qui a des chevaux maigres. Eh bien, le nom apparaît 3 fois, mentionné 3 fois dans le passage qui lui est consacré. La première fois, il est coordonné au nom de son jumeau, Urvakshaya. Urvakshaya. Donc le nom de Kersaspa suit. Dans un cas comme celui-ci, tout dépend de l'analyse que l'on va faire de Urvakshaya. Si Urvakshaya comporte 3 syllabes, étant donné qu'il y a un cha de coordination qui suit le nom de Kersaspa, si le nom de Urvakshaya comporte 3 syllabes, Kersa Aspa doit en comporter 4 pour que l'octosyllabe soit régulier. Il doit en comporter 4. Mais si le nom d'Urvakshaya comporte 4 syllabes, c'est le contraire. Il faut admettre le sans-dit compositionnel. Le sans-dit compositionnel mais donc, tout dépend de l'analyse étymologique qu'on va faire du nom de Urvakshaya. Faut-il voir, comme le dit Zénioli, le pays de Urva, qui est attesté dans la liste des pays du Videvdat 1, plus Kshaya, celui qui règne. Zénioli considère que c'est le nom d'un roi, Pirarpa pense plutôt à une fonction rituelle, mais celui qui exerce ce type de pouvoir-là dans le pays d'Urva. Dès lors, 4 syllabes, car le U est une voyelle originale. Mais c'est une infection si on fait d'Urvakshaya un dérivé de la racine Urvaj. Se mouvoir, cheminer, celui qui chemine. Dès lors, pour le nom de Kersaspa, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir dans ce vers, étant donné l'obscurité qui pèse sur le nom de son jumeau, si le sans-dit compositionnel est fait ou non. De même, dans une deuxième attestation. Ici, nous trouvons Keresaspa avec Naire Manor. Naire Manor.
C'est une de ces épithètes traditionnelles, celui qui a une pensée virile. Le « et » est une évolution phonétique d'une finale en A. Nairia mana. Alors, faut-il considérer que le ya, le suffixe ya, qui dérive le nom de l'homme, nar, est disyllabique ou monosyllabique? Naturellement, s'il est monosyllabique, il faut supposer que le sandhi compositionnel n'est pas fait. S'il est disyllabique, le sandhi compositionnel est fait. Hinze est partisante de la première solution et Pirard de la seconde. Voilà, des exemples ambigus, n'est-ce pas, avec ce nom. Des exemples ambigus, ce qui nous amène d'ailleurs, si je greffe une autre discussion, à savoir qu'un problème qui n'est peut-être pas bien débroussaillé, c'est la valeur syllabique des dérivés secondaires en ya. Dans quel cas faut-il les considérer le ya comme disyllabique ou monosyllabique? À ce qu'il me semble, lorsqu'on fait le compte à l'aide du seul Runstone, je le précise, mais aussi d'autres passages, Keltner les avait rassemblés, il semble que l'on peut se diriger vers une apparence de règle qui serait la suivante. Ya est monosyllabique, ce serait le cas de Nairia, lorsque il est précédé d'une consonne simple, et il est disyllabique lorsqu'il est précédé d'un groupe consonantique de plus de 2 consonnes. C'est quelque chose qui ressemble, qui est même tout à fait identique à une vieille loi phonétique que l'on appelait la loi de Sievers-Edgerton, qui tentait de définir quelle était la valeur syllabique des suffixes à initiales qui ont pour initiale une semi-consonne. Donc dans ce cas-ci, si nous posons avec Hinze que Nairia mana ne comporte que 4 syllabes, nous devons en attribuer 4 à Cursaspa contre Pirard. Mais je parlais de licence, je ne peux malgré tout pas écarter la possibilité de la licence avec les noms propres malgré la faible représentation des noms propres en tout cas qui permettraient un sandhi compositionnel, car je me trouve devant un vers, Yasna 9.11 également, où le nom de Cursaspa est mentionné pour la 3e fois, vers qui est Yimupairi, au-dessus de qui Cursaspo, au nominatif. Cursaspa faisait telle action, en l'occurrence cuisait son repas. Si l'on fait le compte, pour avoir 8 syllabes, il faut défaire le sandhi compositionnel de Cursaspa, lui attribuer 4 syllabes. Par contre, le nom du père de Zarathustra, Purushaspa, normalement la voyelle devrait être longue. Celui qui a des chevaux tachés, des chevaux avec des taches, c'est probablement la désignation d'une robe particulière des chevaux. Pareil au Yasna, vous permettez, je dois référer au texte dans ce cas-ci, Yasna 9.13, Nmanahe, c'est un génitif, la maison, de la maison, Purushaspahe. La maison de Purushaspa. Si nous devons attribuer à Purushaspa, donc 5 syllabes. 5 syllabes, 3 pour Manahi pour faire l'octosyllabe. Donc nous avons ici un sandhi compositionnel qui semble être fait. Bon, naturellement, ici aussi vous allez dire, oui, ça semble se traduire dans la graphie puisque nous trouvons une brève au lieu de la langue. Est-ce l'indication que la contraction s'est produite? Non, non, parce que ça peut être l'abrèchement qui est usuel d'un A long en position antépénultième, avant-dernier. Donc ici, la brièveté de la voyelle ne correspond pas nécessairement à une réalité
de la récitation. Donc pour les noms propres, en dépit de leur petit nombre, nous avons des indications contradictoires ou des indications ambiguës. Un cas où Pirard admet le sandhi compositionnel, c'est le cas du composé dvanva apa urvaire. Les eaux et les plantes, au duel, dvanva, c'est pas composé. Donc ici, la métrique exige que nous fassions la contraction entre les deux termes du composé. Mais, principe de la sous-règle dans la démonstration de Pirard, cela vaut dans certains cas pour les dvanva. Ce serait donc ici un cas isolé, donc on ne peut rien dire, donc n'est-ce pas, où on peut substituer la notion de sous-règle à la notion de licence. Oui, un cas plus... maintenant, le dernier cas de sandhi, mais le plus scabreux, c'est évidemment le sandhi externe. Geltner l'admet dans certaines conditions, Éric Pirard ne l'admet jamais. Les sandhis externes ne doivent pas être faits dans la démonstration de Pirard. Il y a malgré tout des exemples, une liste d'exemples assez considérable où l'on peut régulariser les vers si l'on pose des contractions vocaliques entre deux termes indépendants. Et de manière assez frappante, la plupart de ces exemples, j'en ai dénombré de 8 à 10 selon les cas, car il y a des vers où autre chose pourrait expliquer les régularités phonétiques, de 8 à 10, mais cette liste comporte principalement une contraction, si l'hypothèse est exacte, entre un indéclinable et un autre mot. Donc le premier mot à entrer dans la contraction serait un indéclinable, à savoir donc une conjonction de subordination, un cha, particule de coordination, ou un préposition, par exemple. Un cas où cela serait possible, c'est dans le yasna 10.1, yasna 10.1, première strophe du yasna 10, où l'on trouve la préposition upa, plus suivi de imat. Imat. C'est le présentatif de tantôt. Préposition upa, imat. La métrique serait régulière si nous postulons cette contraction. Nous pouvons faire cela dans un certain nombre de cas. Par contre, je suis aussi extrêmement perplexe et je ne me hasarderai pas à supposer des contractions entre des mots déclinés, morphologiquement donc variables. Par exemple, il y a un cas qui serait tentant, je vous le donne pour être complet, mais ici je préfère aussi certainement mettre une irrégularité métrique, c'est le yasna 10.9 d'Ado, le créateur, celui qui a mis en place, Aokta, Ahuro Mazda. Donc le créateur Ahura Mazda dit. Faites le compte des syllabes, vous pouvez les dénombrer. 4, puis plus 5, ça fait 9. Ce n'est pas un octosyllabe, il y a une syllabe excédentaire. Et il n'y a pas de solution, n'est-ce pas, apparemment visible à cette irrégularité. Sauf celle-là, peut-être. Celui d'une contraction entre Aokta et Ahuro. Mais cela est vraiment un cas isolé. Un cas isolé. Geltner l'a fait. Non, Geltner ne l'a pas fait, excusez-moi. Je me trompe, je m'avance beaucoup trop vite. Geltner ne l'a pas fait parce qu'il avait un autre problème avec Aokta. Il supposait que ce vers était irréductiblement un décasyllabe, car il analysait Aokta avec une contraction, Avakta. Il attribuait donc dans tous les cas à Aokta une syllabe supplémentaire. Entre cette analyse de Aokta n'est évidemment plus retenue aujourd'hui. Nous savons que ce n'est pas le verbe vach qui se serait contracté, mais que c'est le verbe auj. Donc les deux syllabes sont là. Donc dans ce cas-ci, la contraction n'a pas été postulée par Geltner parce que de toute manière, ça n'arrangeait pas son décompte syllabique. Il devait rendre compte d'un excédent de 2 syllabes et pas d'une seule. Bien. Voici donc pour les phénomènes de la métrique. Désormais, nous devons
peut-être nous poser la question, désormais de savoir ce que ceci nous apprend pour la composition du Homestone. Je voudrais vous faire remarquer que il y avait, vous disais-je, deux manières peut-être de considérer un texte avestique tel qu'il existe dans l'Avesta d'aujourd'hui, celui qu'a édité Geltner. C'était cette vieille opinion qui a été surtout représentée par les iranistes français avec l'influence fondatrice de Darmesteter, et qui était de considérer qu'un texte avestique est un puzzle. C'est un assemblage de morceaux très petits, menus, disait Meillet, et assemblés sans ordre. Donc, quand je parle de puzzle, c'est peut-être puzzle lui-même serait considéré comme irrégulier. Puzzle imparfait, aurait dit Meillet. Donc, en tout cas, de très petits passages assemblés sans ordre. C'est la théorie qui parcourt, n'est-ce pas, certaines représentations de l'Avesta. Elle vient de Darmesteter, elle est surtout représentée dans l'iranologie française, mais pas seulement, pas seulement. Il y a bien sûr, il n'y a là rien de national, n'est-ce pas, ces influences simplement d'Darmesteter. Mais l'autre hypothèse qui s'est manifestée à partir de peut-être des années 1959 avec les travaux de Gershevitch, et puis qui s'est précisé dans les années 86 96 avec Cherveux, était de considérer que nous devons poser, en tout cas en théorie, que les textes sont homogènes. Ce n'est pas une opinion fanatique, ça. C'est une hypothèse de travail, n'est-ce pas? Paul Thiem avait formulé cela vers 1959, lui aussi, d'une façon épistémologique irréprochable. Il disait, nous devons partir du présupposé que les textes sont homogènes. Peut-être ne le sont-ils pas. Mais c'est seulement en partant de ce postulat que nous pouvons, finalement, au terme de l'analyse, décider qu'ils ne le sont pas. Voilà la perspective dans laquelle Thiem nous proposait de travailler. Je ne cache pas que c'est ma perspective. Lorsque j'ai analysé, il y a 3 ans, je pense, le Homestone lors de mon cours, j'ai fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'un texte homogène. Mais qui aurait comporté, pour ne rien dire du Yasna 11, qui semble, d'un avis général, n'est-ce pas, quelque chose de très curieux, comme une sorte d'ajout très particulière, pour considérer donc le Yasna 9 et le Yasna 10 seulement, eh bien, j'ai proposé de considérer que le texte était homogène, mais contenait 2 interpolations d'ampleur. Ces interpolations d'ampleur, c'était ce que j'ai appelé le frashna anthropogonique, c'est-à-dire cette conversation où Zarathustra obtient de Hauma la liste de ses premiers pressureurs qui, grâce à leur acte de pressurage, ont eu la faveur d'obtenir une descendance mâle. Bien, c'est de là que j'ai tiré les noms propres tout à l'heure. Nous avons un signe évident que ce texte est mal ajusté dans l'ensemble du Homestone, n'est-ce pas? C'est ce qui serait une faute très grossière si ça n'était une négligence de raccord, c'est que alors que Zarathustra, dans cet interrogatoire, est censé s'adresser au Hauma dans un canevas de dialogue à la 3e personne, Zarathustra demanda, eh bien, la réponse de Hauma est introduite avec un pronom à la 1re personne. Alors le Hauma me répondit. Bon, voyez le contraste, c'est grossier, ça ne va pas. Zarathustra demanda, Hauma me répondit. Le passage brutal à la 1re personne n'est explicable, parce qu'on ne peut pas le mettre en cause. Le pronom à la 1re personne est bien là. C'est très simplement qu'on a introduit dans le texte un morceau où ce canevas de dialogue était présenté à la 1re personne. Moi, Zarathustra, peut-être, je lui ai demandé. Cela a sauté au bénéfice de la 3e personne, parce que il y a 2 interrogatoires qui s'entremêlent. Le premier est celui de la 1re strophe, vraiment le début,
qui est un interrogatoire d'identification où Zarathustra demande à Hauma qui es-tu. Eh bien, on a continué ce Frashna, mais avec un autre interrogatoire en réalité qui est l'interrogatoire anthropogonique. Bien, donc un signe comme ça montre qu'il y a un mauvais raccord, qu'il y a une interpolation, un passage interpolé. C'est un signe qui ne peut guère tromper. Donc on doit considérer que là nous avons un passage très long, jusqu'à d'une quinzaine de strophes, où un texte a été introduit, a rompu l'homogénéité du texte original. Pour d'autres raisons aussi, je pense que dans le courant du Yasna 9 aussi, il y a de la strophe 19 à 21 ce que j'ai appelé un yana, car c'est un genre rituel particulier, c'est-à-dire une demande. C'est une série de demandes adressées à Hauma qui se présente sous la désignation de yana, demande. Je te fais cette première demande, cette deuxième demande, cette troisième demande. À cause de certaines répétitions textuelles assez bizarres, on peut supposer que c'est aussi un texte introduit, mais attention, il a été introduit lui aussi dans le même cadre particulier, dans une série de demandes. Le problème, c'est que cette série de demandes sont d'un type rhétorique très divers. La demande qui s'exprime par le verbe mou, dire avec un certain préverbe qui le transforme en verbe de demander, ou alors des demandes beaucoup plus directes à l'impératif, au vocatif, à l'optatif, etc. Et là, nous avons effectivement un passage qui paraît lui aussi suspect. C'était mon hypothèse, n'est-ce pas? C'était l'hypothèse que je faisais. Pirard, qui a fait l'hypothèse inverse, qui a, comme je vous le disais la fois dernière, assemblé beaucoup de morceaux, considéré qu'il y avait 11 morceaux dans le Yasna 9 et 11 morceaux dans le Yasna 10, il n'a pas fait changer d'avis en gros. Je dirais que mon avis est le suivant. Je pense que le Yasna 10, jusqu'à la strophe 15, et en lui ajoutant la strophe 17, sur 21, je pense que le Yasna 10 est un texte unitaire. Sauf à la fin, certaines strophes ont pu être ajoutées. C'est un texte unitaire parce qu'il est chronologiquement cohérent. Il s'agit de décrire dans l'ordre chronologique les diverses opérations du pressurage, depuis la préparation du lieu de pressurage jusqu'à la double ingestion de Hauma qui termine le chapitre. Le Yasna 9 est un cas plus complexe. Je considère aussi que beaucoup de passages ont été interpolés. Ils ne sont pas si menus que cela. Ils comportent quand même plusieurs strophes. Je concède, par contre, que ce qui se trouve à la suite du Yana, que je considère comme interpolé, ce Yana s'achève avec la strophe 21. Il y en a 32 dans le chapitre 9 du Homestome. Il y a encore 11 strophes. Eh bien, un réexamen doit être fait. C'est un endroit très trouble parce que entre les divers types de demandes, les passages à la troisième personne, puis le retour à la deuxième personne pour s'adresser à Hauma, la situation est assez troublante. Mais mes arguments pour défendre l'homogénéité du texte après l'analyse de Pirard ne me paraissent pas aussi impérieux qu'ils me paraissaient, mais les arguments de Pirard pour morceler le texte ne me paraissent pas non plus impérieux. Donc je maintiendrai ici une certaine latitude, une certaine réserve critique, en tout cas pendant un certain temps. Mais je voudrais, pour faire avancer désormais notre enquête métrique dans le domaine de la composition du texte, que nous observions, pour terminer cette leçon, ce qui se passe dans la toute première strophe. La première strophe, elle comporte un raccord. Il n'est évidemment pas métrique, il est secondaire. C'est un raccord. Il faut bien rattacher le Homestome au rite en cours jusque-là, et qui est le rite dit Havani, donc le rite matinal de pressurage. Il faut bien mentionner le moment Havani pour raccrocher le Homestome. Cela, c'est certainement un raccord introduit dans le texte. Personne n'en doutera. Donc, je limiterai mon examen au dernier vers de la première strophe, celle où Zarathustra va adresser sa demande à Hauma, c'est-à-dire lui demander
pas pour avoir, cette fois-ci c'est pas Yana, mais lui demander pour savoir, va lui demander qui il est. Or, voici ce que cela donne, et nous allons voir comment la métrique de ce passage peut être considérée. Je vais détacher les octosyllabes virtuels. Vous allez voir, ils ne le sont pas, clairement, tous. Un vers A. La question. Ô homme, nar, ko, ari, qui es-tu? Toi que moi, le reste voici. Yim, azem. S'il vous plaît, faisons le décompte des syllabes. 7 syllabes. Hein, 7. Donc ce n'est pas un octosyllabe. D'abord, je donne le verset parce que syntaxiquement, on ne peut pas traduire les autres. Que moi, j'ai vu de plus beau. Dadarsa. Sraishta, fonction d'une règle qui d'ailleurs est confirmée par l'indo-iranien, comporte 3 syllabes. Il faut comprendre Sraishta. Donc 3 syllabes. Dadarsa, le forme verbale de parfait, 3 syllabes, 6. Et ensuite, le plus beau, Wispari, de toute l'existence, un cruche, matérielle, osseuse. Parfait octosyllabe. D. Et de la vie, qui est la mienne, de ma propre vie, moi Zarathustra, ça renvoie au sujet. 5 syllabes. Quanuato Ameshai. 8 syllabes. Voilà. 2 octosyllabes sur 5 vers émergent. Or, ces passages ont des parallèles. Attention, quand je parle de passages parallèles, ça ne veut pas dire que les textes où ces divers octosyllabes ou morceaux de vers sont représentés ont été pillés par l'auteur de la première strophe du Rumiasht, n'est-ce pas? Il est possible que les auteurs de ces textes particuliers ont eu un modèle commun, mais dans un texte que nous ne possédons pas. Nous ne pouvons pas faire ce raisonnement-là. Donc nous avons si nous prenons comme modèle le début du Hadok-Nask, où l'âme masculine interroge, pour savoir qui elle est, l'âme féminine, nous trouvons Körpa, Sraishtam, naturellement il s'agit d'une femme, il faut de la forme féminine, Dadarsa, la plus belle que j'ai vue par le corps, la plus belle de corps que j'ai vue. Yasna, Yacht, pardon, 8-11. Chouchouyam, je me serais mis en route, puis quelque chose qui est effectivement le génitif, Kwahe Gayehe, de ma propre vie. Donc, ici, ces deux vers, n'est-ce pas, qui ne sont pas qui ne sont pas octosyllabiques, C et D, paraissent mutilés d'un octosyllabe authentique. Par contre, d'autres, nous avons ces vers, eux, apparaissent, ce vers-ci apparaît en tant qu'octosyllabe, très exactement, dans le Yacht 8, 54, et à la suite, dans le Yacht 8, 11, cet octosyllabe apparaît lui aussi. Or, que s'est-il passé? Eh bien, il semble que l'auteur n'a pas créé une véritable question dans cette strophe.
Il l'a fabriqué. Il l'a fabriqué avec un matériel dont il disposait. Il n'a pas eu le souci de recomposer un ensemble octosyllabique. Si un octosyllabe était utilisable, l'aubaine était bonne. Il l'a saisi 2 fois. Sinon, il ne l'a pas fait. Bon, il ne faut pas réfléchir longtemps. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour en faire pour faire un quatrain parfaitement octosyllabique. Je peux m'y risquer. Il m'a pas fallu très longtemps pour trouver une solution. Donc, il suffit d'en avoir le souci. Donc, l'auteur ne l'a certainement pas eu. Je ferai par exemple ceci. Ko nare ahi Sreishtem Wispare Ankeuj Asvato, notre octosyllabe régulier, Dadarsa Kwahe Gayehe, suivi de l'octosyllabe régulier. C'est un quatrain octosyllabique. Il n'est pas bon, je me précise de le dire tout de suite. Il contrevient à la stylistique du Holmstone, qui aime répartir les compléments autour du mot dont ils dépendent. Or, les génitifs sont des génitifs du superlatif, Sreishtem. Qu'à cela ne tienne, on peut permuter. Sreishtem, installer Sreishtem au 3e vers, et le verbe dadarsa dans le premier. Je veux dire ceci. Si l'on veut trouver une solution métrique, on la trouve aisément. C'est à la venue du premier venu, par exemple, moi. Mais l'auteur ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne s'est pas senti libre de dissocier Sreishtem du verbe. Il était d'une certaine manière, se sentait contraint par le formulaire qu'il utilisait. Par contre, il ne s'est pas trouvé contraint par la métrique. C'est donc peut-être la conclusion que nous allons tirer pour l'instant. C'est la première conclusion concernant les principes qui ont dicté l'aménagement du Holmstone. C'est que certains passages du Holmstone ont été composés alors que la stricte métrique octosyllabique ne passait plus pour une contrainte. La régularité métrique pouvait être rompue par simplement les exigences du message à délivrer. C'est ce qui s'est produit ici.